Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette session d'information dont je vous présente tout de suite le sommaire. Grâce à la collaboration de la population décidée de participer au retour de la paix véritable, un chef rebelle de la milice de FPIC a été capturé et présenté au gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama. À quand la pêche industrielle sur la côte congolaise dans le territoire de Mwanda? Seul le gouvernement congolais peut répondre à cette question. Entre-temps, les pêcheurs continuent de subir des tracasseries de la patrouille de la marine angolaise sur leurs propres eaux territoriales. Et comme je le disais dans le sommaire, un chef rebelle de la milice FPIC arrêté par le service de sécurité a été présenté au gouverneur militaire de l'Ituri, et ce grâce à la collaboration de la population. Suivez ce reportage. Il s'appelle Serge Sekabo, 30 ans révolu, général autoproclamé de la milice FP communément appelée Chiniakilima. Ce chef rebelle, arrêté par les forces de défense et de sécurité au quartier Kindia en ville de Bunia, était à la base de plusieurs attaques en territoire du Rumu, affirme le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC en Ituri. Il est l'auteur des attaques sur Nyakunde, Marabo. Ce n'est pas une personne à présenter. Mais aujourd'hui, grâce à la vigilance des forces armées, en ville comme en brousse, les forces armées ont maîtrisé ces messieurs, et cela montre notre détermination dans la conduite des opérations, mais aussi
En cette période, nous avons ravivé nos services de renseignement. Appréhendé grâce à la dénonciation de la population, preuve d'une bonne collaboration avec les services de défense et de sécurité. Toutefois, le lieutenant Jules Ngongo souhaite voir la population raviver cette coopération pour permettre au FARDC de détruire complètement tous les réseaux criminels à cette période de l'état de siège. Nous encourageons tous ceux-là qui ont suivi la logique et les mots d'ordre du commandant des opérations, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, à collaborer, à dénoncer tous les malfrats qui sont parmi nous. Et voilà aujourd'hui, Serge, autoproclamé général, Malaika, des groupes armés Chinyakilima, et dans le filet des forces armées de la République démocratique du Congo. Place à la justice et il va répondre à ses actes. Après sa présentation au gouverneur de province, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, ce chef de file de miliciens FPIC, a été mis à la disposition de la justice militaire. Restons en Ituri pour vous dire qu'au moins 75 personnes ont été tuées par les groupes armés locaux et étrangers dans la province de l'Ituri entre octobre et novembre. Dieudonné Lossa Dekana, coordonnateur de la société civile de l'Ituri, saluant le courage des éléments militaires déployés dans cette zone, interpelle les autorités du pays à prendre leurs responsabilités face à la situation sécuritaire qui demeure inquiétante dans la province de l'Ituri en dépit de l'état de siège instauré par le chef de l'État. Ces propos ont été recueillis pour vous par Charlie Yomba. Le bureau de coordination de la société civile Force Vive de l'Ituri constate avec amertume la persistance des crimes de masse et crimes économiques commis par les groupes armés malgré l'instauration de l'état de siège. Il ne passe pas un jour sans que les miliciens massacrent en Ituri. Le pillage, l'incendie des maisons et véhicules sont les cadets des soucis des autorités congolaises. Le village ne cesse de se vider de sa population. Cette dernière afflue vers les grandes agglomérations dont les impacts sont manifestes sur les activités champêtres, scolaires, commerciales, sans ignorer l'exploitation des ressources naturelles à plein état de siège et témoigne à suffisance que la vie des populations de l'Ituri n'a pas son sens d'existence. La société civile Force Vive de l'Ituri rend un vibrant hommage aux vaillants militaires des FARDC qui ne cessent de consentir des sacrifices suprêmes dans leur mission en Ituri. Néanmoins, un bilan provisoire couvrant cette période se présente comme suit. 75 personnes assassinées, 9 personnes blessées, 8 personnes kidnappées, 270 maisons incendiées, 15 motos pillées. La société civile Force Vive de l'Ituri note que le pic de ces crimes coïncide avec le renouvellement de 11e prolongation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Il y a lieu de croire que l'État congolais ne prend pas en considération la souffrance de la population de l'Ituri, raison pour laquelle les groupes armés locaux comme étrangers opèrent allègrement dans 4 territoires de la province de l'Ituri. En outre, si les groupes armés continueront avec leur sale besogne à la province de l'Ituri, l'État congolais tirera les conséquences de ces actes. Et l'Agence pour la prévention de la lutte contre la traite de personnes, APCT en sigle, a organisé un atelier de formation de sensibilisation à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï. Francis Kabongo nous en dit plus dans ce reportage. Lutter contre la traite des personnes est un impératif, un ordre donné par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à toute la nation congolaise. Voilà qui justifie la tenue d'un atelier de formation des sensibilisateurs organisé le lundi 8 novembre 2021 à l'hôtel Paradis Ville de Chikapa par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes, APCTP en sigle. Plus de 70 participants issus des différentes ONG ont été formés sur la violation des droits de l'homme et ses effets néfastes sur le développement humain. Autour du thème « Ensemble dénonçons et combattons la traite des personnes ». Une activité appuyée par les agences du système des Nations Unies, notamment l'USAID et l'OIM.
Pour maître Sylvie Diamanté Laurent Toumba Kabeya, la traite des personnes constitue une violation grave des droits de l'homme qui se résume dans le recrutement, le transport, la vente et le trafic d'enfants, le trafic d'organes, la mendicité forcée des enfants, les mariages forcés et autres. Nous sommes tous sans ignorer qu'à Tshikapa, il y a un phénomène qui se passe du vol, de l'achat des enfants, si je ne peux que me limiter à cela. C'est un phénomène que la population congolaise est en train de décrier. Voilà pourquoi nous sommes ici venus pour dire à la population de Tshikapa de faire attention par rapport au phénomène qui se passe ici à Tshikapa, notamment la mendicité forcée des enfants, la prostitution d'autrui, la vente et l'achat des enfants, si je ne peux donner que cet exemple-là. De son côté, Mme Laurette Moussangou est revenue sur les causes de la traite des personnes, dont la plupart se manifestent par la mauvaise gouvernance, les conflits armés, la désinformation, la pauvreté, les faibles taux de scolarisation, les chômages, le mariage précoce et forcé qui mettent en danger la vie des paisibles citoyens congolais. Ça n'est suivi des séances de sensibilisation sur terrain dans les 5 communes qui composent la ville de Tshikapa, où les réactions de la population ouest-kassaïenne sont de nature à soutenir cette lutte telle que voulue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Dans un autre registre, la pêche sur les eaux congolaises à Mwanda n'est toujours pas aisée. Les pêcheurs congolais sont souvent arrêtés par la patrouille angolaise qui les soumet à des amendes handicapantes. Le reportage est signé par Polydor Patrick Ngazem. Démocratique du Congo, les différents gouvernements qui se sont succédés se sont efforcés à reléguer au dernier rang la pêche industrielle. Au fil des années, elle est devenue la moindre des préoccupations. Et pourtant, sous d'autres cieux, elle constitue une activité non seulement de subsistance des populations, mais aussi génératrice de revenus susceptibles de booster l'économie nationale. À la cité côtière de Mwanda, dans la province du Congo central, ainsi que dans les villages qui l'environnent, la pêche est pratiquée de manière artisanale, c'est-à-dire avec du matériel qui ne permet pas aux pêcheurs d'être dans les standards de la modernité, ne maîtrisant pas totalement les conditions et exigences de la pêche industrielle. Ce qu'ils exercent comme activité leur permet juste de survivre et de subvenir à leurs besoins élémentaires. Par ailleurs, dans l'exercice de leur activité, ils sont butés aux problèmes sécuritaires car souvent pris, à tort ou à raison, dans les filets de la patrouille maritime angolaise qui les accuse de violer leurs eaux territoriales. Les pêcheurs de Kimwambi sont souvent victimes des arraisonnements par l'armée angolaise. L'armée angolaise la marine angolaise s'il vous plaît, vient arrêter nos pêcheurs et dans nos eaux territoriales. On dirait que le territoire de Mwanda était un territoire annexe d'Angola. Aux problèmes sécuritaires sur les eaux de l'Atlantique se greffe le manque de matériel, le besoin de formation pour les pêcheurs, l'accès au crédit et l'impact de la marée haute, ainsi que la progression de l'érosion côtière, pour ne citer que cela. Les montées des eaux, ça crée des problèmes par rapport, il y a des agitations de l'océan, il y a aussi des problèmes de courant du fleuve Congo. Nous profitons de voir avec les organismes, exemple PUNI, de voir comment nous avons aussi les canyons, les trous là du fleuve Congo. Commence à 1000 à 3000, on comprend pas, il faut faire des enquêtes de stock, de biologie maritime, de voir ce qui se passe par rapport aux montées des eaux. Au-delà de la simple existence d'un ministère en charge de la pêche et de l'élevage, il est important que le gouvernement congolais se penche sur la question de l'industrialisation de la pêche en RDC et sur l'élaboration d'une politique nationale de la pêche afin non seulement de valoriser cette activité en faisant d'elle un des piliers de l'économie du pays, mais aussi de la réglementer à travers le territoire national.
Adel Bissosa et Patimbouzi nous font dire que le ministre d'État Urbanisme et Habitat Pius Mwabilou appelle au respect de nouvel ordre locatif, c'est-à-dire 3 mois de garantie locative en vue de matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. C'est ce qui ressort de travaux sur la loi relative au baux des loyers résidentiels que ce ministère a organisé. Suivez. C'est sur une note positive que se sont soldés les travaux de l'atelier de formation des formateurs sur la loi relative aux baux à loyer résidentiel qui a été organisé hier 8 novembre 2021 par le ministère de l'Urbanisme et Habitat à l'intention des responsables des associations des ligues de bailleurs et locataires. Le ministre Pius Mwabilou s'est montré rassurant quant au paiement de la garantie locative. 3 mois, pas plus, pas moins, c'est son souhait et désir ardent. Ainsi, il en appelle à tous les bailleurs sans distinction aucune au respect de cette nouvelle ordre locatif. L'organisation de ce séminaire a constitué en effet l'acte inaugural d'une sensibilisation active, participative et inclusive dans l'objectif de faire connaître et faire respecter le nouvel ordre locatif créé par le texte précité. Je voudrais rendre un hommage appuyé à tous les orateurs qui ont donné le maximum d'eux-mêmes pour vous éclairer et répondre à vos inquiétudes sur l'application stricte de la loi sur les baux à loyer. Je voudrais aussi féliciter tous les participants pour leur contribution active et mutuellement enrichissante. L'assistance composée des délégués des bailleurs et locataires ont salué l'initiative du ministre Pius Mwabilou dans l'optique de faire respecter la loi du 31 décembre 2015 sur les baux à loyer qui traînent à se faire appliquer. Je donne beaucoup de considération à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat, pour avoir conclu ce pour lequel nous sommes battus autant d'années, et aussi au chef de l'État, pour avoir facilité la tâche à son Excellence qu'on en arrive là. La campagne est lancée, la Ligue des locataires s'est réjouie. Je crois que nous allons accompagner son Excellence dans cette démarche. Je vous informe que la Ligue des locataires est en train de s'implanter sur la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, dès maintenant là, je pense que toutes les sections de Kinshasa seraient informées et qu'à notre niveau, on prendra aussi des dispositions pour allonger l'information auprès de la base. La population, quant à elle, attend impatiemment que la parole soit liée à l'acte. Vous devrez également savoir que le syndicat national des enseignants du secteur catholique n'a pas suspendu la grève telle qu'annoncée par d'autres syndicats après les travaux de Mboué-la-Loge à Kimpese. Le gouvernement doit honorer son engagement à payer le 3e palier de l'accord de Mboudi. C'est les Fortuné Mboula et Pati Mbouzi vous proposent ce reportage. Les enseignants du secteur catholique réunis au sein du Sinécat vont poursuivre la grève malgré la poursuite de travaux de Mboué-la-Loge. Selon eux, le gouvernement de la République doit honorer les engagements en payant les enseignants le 3e palier des accords de Mboudi. Nous ne sommes pas allés là-bas pour aller négocier la résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents. En fait, c'est l'État congolais qui est notre employeur qui devait en fait nous prendre en charge. Que l'État mette en application les accords des Bibois, payer les 3e paliers des Bibois, vous allez voir les enseignants rentrer. Ça ne va pas poser de problème. Les enseignants du secteur catholique ne combattent pas la gratuité. Ils sont aussi parents. Nous ne combattons pas la gratuité, nous saluons la gratuité parce que vous savez, la gratuité c'est une réforme phare du chef de l'État. Et cette réforme tenait bien que les enseignants sont aussi des parents et que la gratuité profite aussi aux enseignants. Et donc comment nous pouvons combattre cette gratuité? Nous avons bel et bien aimé qu'il y ait la gratuité qui continue. Pour la pérenniser et la consolider, il fallait prendre des mesures qui s'imposent et qui soient favorables à cette gratuité. Mais aujourd'hui, les mesures qui sont prises vont à l'encontre de la gratuité. Alors, qui est contre la gratuité? Cela fait exactement un mois que la rentrée de classe est intervenue sur l'ensemble du pays. Mais le constat reste désagréable au regard de la grève déclenchée par les enseignants. De l'autre côté, Patrick Borel et Popol Ziakerou ont rencontré le professeur émérite Clément Mwabila Malela, ancien recteur de l'université de Kinshasa, ancien conseiller du ministère des ESU et actuellement secrétaire permanent du conseil administratif des universités du Congo pour parler d'un professeur émérite. Que peut-il être? Suivez.
Professeur émérite, Clément Mwabila Malela a commencé sa carrière universitaire en 1967 comme assistant à l'université de Lubumbashi. En 1969, il poursuit son doctorat en Europe. En 1973, il obtient et finit comme docteur. Au retour au pays, dans l'ex-UNASA, il a occupé plusieurs postes de responsabilité, à savoir directeur du centre de recherche, vice-doyen à la recherche, doyen de la faculté, conseiller scientifique du recteur de Lubumbashi et enfin recteur de l'université de Kisangani qu'il a dirigé pendant 7 ans. Revenu dans la capitale, il a été affecté à l'université de Kinshasa, précisément à la faculté des sciences sociales, travaillant jusqu'à son éméritat. Sachez qu'actuellement, le professeur Clément Mwabila est secrétaire permanent du conseil d'administration des universités du Congo. Le professeur Mwabila explicite l'éméritat et son critère. Le professeur émérite, c'est une dignité qui a beaucoup d'exigences. Exigence pédagogique, il faut avoir été un bon professeur. Exigence académique et scientifique, il faut avoir publié. Et une autre exigence très importante, c'est d'avoir formé au moins un, sinon de nombreux homologues, de nombreux professeurs. Le professeur émérite reste attaché à sa faculté. Il est inscrit au tableau d'honneur de sa faculté. Il continue à aider la faculté, l'enseignement bien sûr, mais avec une charge horaire tout à fait amoindrie. En outre, le professeur exprime sa reconnaissance envers la faculté des sciences sociales pour le mélange en son honneur qui aura lieu le 18 novembre. C'est une grande émotion, c'est vrai. C'est un moment de reconnaissance de ce que j'ai fait, de ce que j'ai pu donner à ma faculté, de ce que j'ai pu donner à l'université, de ce que j'ai pu donner au pays. Clément Mwabila Malela a eu 2 mots justes et clairs pour exhorter la nouvelle génération. Un travail bien fait, fait avec conscience, le sens de responsabilité, le sens de, j'allais dire, de l'amour justement de son travail. Le professeur des universités et émérite Mwabila Malela a rempli les 3 missions de l'université, à savoir l'enseignement, la recherche et le service à la collectivité. Armand Minimio nous fait dire que les activités vont bon train à l'Assemblée provinciale de Mai-Ndombe. Lundi 8 novembre, les élus provinciaux de cet organe délibérant ont examiné 2 points, à savoir examen et adoption de procès-verbaux des plénières précédentes. Suivez. Les activités parlementaires se poursuivent normalement à l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe. Après l'adoption du calendrier de la session de septembre en cours, les élus du peuple ont statué ce lundi 8 novembre 2021 sur 2 points, à savoir examen et adoption des PV des plénières passées, examen et analyse du rapport de la commission PAJ des arrêts du Conseil d'État et d'une requête en interprétation de l'arrêt RPP 008. Concernant ces points, les élus provinciaux ont statué sur la validation ou l'invalidation d'un député au siège en conflit opposant 2 paisibles citoyens de la même circonscription électorale. M. Roger Mpandé et Roger Ekouyaki disputent depuis un temps un de 2 sièges du territoire de Mouchi à la députation provinciale. Au terme de l'ouverture du débat par le président de l'Assemblée provinciale, Léonard Makombo, quelques députés ont défilé du haut de la tribune pour donner leur point de vue à ce sujet. Ensuite, les votes par bulletin secret est intervenu. Sur 21 députés provinciaux qui comptent l'organe délibérant de Mai-Ndombe, 15 seulement ont pris part à ces rendez-vous. 11 députés ont voté pour la validation de Roger Lité Lalomosi Ekouya en qualité du député provincial du Mai-Ndombe, élu de la circonscription électorale de Mouchi, et en les validations du maître Pandensele. Léonard Makombo, président de l'Assemblée provinciale du Mai-Ndombe, revient sur les résultats des votes. Sur 15 votants, 11 ont dit oui à l'invalidation de Pandé
et oui aussi à la validation de l'honorable Ekouya. 3, on dit non à l'invalidation de l'honorable Pandé et non à la validation de l'honorable Ekouya. 1 s'est abstenu. En conséquence, nous disons que l'honorable Pandé est désormais, comme député provincial, il va siéger avec nous. Très satisfait par sa réhabilitation, le député provincial Roger Ekouya s'est exprimé en ces termes. Je remercie d'abord le bon Dieu, celui qui a fait assez de tout se passe très bien pour la journée d'aujourd'hui. Je remercie aussi ma population et surtout ceux qui m'ont soutenu, que ce soit financièrement, voire même moralement. Et puis, je peux dire que je remercie aussi mes camarades puisqu'ils ont manifesté leur bonne foi, leur volonté, ce que moi je... Ici est de rappeler que Roger Loutela Lomosi Ekouya a été provisoirement proclamé député provincial par la CENI pour l'un des sièges du territoire de Mouchi lors de la publication des résultats en 2018 avant d'être remplacé par Roger Pandé sur l'arrêt de la Cour d'appel. Un arrêt qui a été neutralisé par celui rendu par le Conseil d'État réhabilitant Roger Pandé à ses postes plus. Et le directeur général de l'Office de voiries et drainage Italie-Équateur pour se rendre compte de l'exécution des travaux de réhabilitation des artères de la ville de Mbandaka. José Mazao Soukoma. Faire un état des lieux sur l'avancement des travaux de réhabilitation des différentes artères de la ville de Mbandaka a fait l'objet de la mission effectuée par le directeur général de l'Office des voiries et drainage OVD, Victor Ntumbachikela, venu de Kinshasa. Ce lundi 8 novembre, le directeur général, sous la conduite du directeur provincial de l'OVD Équateur, l'ingénieur Fabien Bosseko, a fait la ronde des différents chantiers de la ville de Mbandaka et le constat qui était fait est que les travaux sont stoppés net dans la ville à cause de manque de financement au regard des fonds envoyés pour ces travaux et qui étaient bloqués au niveau de la banque. Sur ces points, le directeur général Victor a certifié qu'il va engager des démarches pour décanter rapidement cette situation. Aujourd'hui, au moment où on parle, il y a des ressources qui ont été données pour cette avenue. Mais nous avions estimé qu'il était important qu'ensemble avec l'autorité provinciale, nous puissions voir maintenant, par rapport aux ressources qui sont arrivées, qu'est-ce qu'il faut faire sur cette avenue. Parce qu'il était prévu au départ, les documents de départ avaient prévu de bétonner une partie importante de cette route. Aujourd'hui, on va dans une autre option. Nous avions estimé qu'il était bon de descendre sur le terrain et ensemble avec la direction provinciale pour voir qu'est-ce qu'il faut faire comme solution pour que les travaux reprennent le plus tôt possible. Tout a commencé par la visite de civilité rendue auprès du gouverneur AI, Alain Elodjibassi, avant de prendre la direction des chantiers sur l'avenue Bolengue, avenue Mungi, avenue Ipeko et aux installations de MW Afritech et qui est sélectionné pour un partenariat avec l'OVD afin de parachever ces travaux. Actualité vue par les autres. Esther Badibabi a tendu son micro aujourd'hui à Patrick Ngouo, rédacteur en chef à APIC Télévision. Selon lui, l'actualité est dominée entre autres par la situation sécuritaire à l'est du pays. La République démocratique du Congo s'est réveillée avec une incursion d'un groupe rebelle assimilé au M23 à Rutshuru, précisément à Chomba, dans quelques zones de Chomba a été donc investi par ces rebelles, c'est ce que nous disent les sources sur place, et l'armée s'est déployée et puis la population court dans tous les sens et traverse d'ailleurs à l'Ouganda voisin pour trouver refuge en question de se préserver concernant déjà cette incursion. Alors, ceci nous fait rappeler déjà l'incursion qui a eu lieu au sud Kivu récemment, à Bukavu,
et aussi à Niragongo, toujours au Nord Kivu, où il y a eu aussi une autre incursion. Alors, concernant d'autres nouvelles d'actualité, à Kinshasa, il y aura des écoles qui vont payer jusqu'à 10 $ les frais scolaires. C'est des résolutions qui ont été prises, qui ont été discutées au cours d'une réunion entre le gouvernement provincial et les partenaires de l'éducation. Il s'agit des catégories. Il y aura des écoles, les premières catégories, donc celles qui n'ont pas assez de moyens, qui vont payer entre 10 $, 15 et 25 $. Et la deuxième catégorie, ça ira, le barème n'est pas traversé, c'est 300 $. Et donc tout ce qui reste à présent, c'est l'arrêté du gouverneur de la ville, province de Kinshasa, pour formaliser directement cette décision. Parlons sport à présent dans ce journal. Les Léopards Football de la République démocratique du Congo séjournent déjà en Tanzanie et seront reçus jeudi 11 novembre au stadium Mpaka Benjamin par le Taifa Star de la Tanzanie en match de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le commentaire est de Patrick Borel-Mikindi. Les Léopards de la République démocratique du Congo ont entamé leur préparation au stade Uhuru à Dar es Salaam en prélude à la rencontre de la 5e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 contre les Taifa Stars de la Tanzanie, prévue ce jeudi. Gaël Kakuta, Yannick Bolassi, Djouma Chabani, Cédric Bakambu, Mbokani Dieu merci, Kebano Niskens, Mbemba Chancel, Baswaku Arthur et les autres veulent réussir cette rencontre devant une équipe tanzanienne qui a non seulement accroché la RDC Lubumbashi, mais aussi à son destin entre les mains pour terminer en pole position de ces groupes. Mais Hector Coupé-Raoul et ses poulains savent que gagner sera la meilleure vitamine pour rebondir après le faux pas de la 4e journée face au Barea du match à bousculer la Tanzanie qui partage la tête du classement avec le Bénin 7 points. Et la RDC n'a jusque-là que 5 unités. Donc, 2 victoires fera rebondir la RDC, mais tout passe avec les Léopards, doit réussir cette mission difficile, mais pas impossible, car le football est une véritable boîte à surprises. Et la Ligue nationale de football de jeunes a tenu le week-end dernier son assemblée générale extraordinaire et élective, et c'est Zéphirin Kaninda qui a été voté plutôt à l'unanimité, donc 8 voix sur les 8 votants. Une fois de plus, Patrick Borel-Mikindi a commenté cet élément. Kaninda Mukanya a été porté à la tête de la Ligue nationale de football de jeunes avec 8 voix sur les 8 votants, à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire et élective tenue vendredi 5 novembre en présence de la FECOFA et de la LIFKIN qui comptent accompagner ces nouveaux comités. Absolument qu'ils mettent tout en œuvre pour le développement du football des jeunes en RDC. Ils doivent concevoir des stratégies, des plans d'action susceptibles de les pousser vers le développement justement du football des jeunes. Parce qu'il faut que désormais nous sachions comment le football de jeunes est organisé en RDC. Jusque-là, nous apprenons par-ci par-là qu'il y a eu un tournoi, il y a eu des tournois de qualification et tout. Alors que le football de jeunes, le comité de gestion du football de jeunes. Jean-Luc Mukendi, deuxième vice-président, Jean-Pierre Bongao, secrétaire national, et il aura comme secrétaire adjoint Pierrot Mampouya, Philippe Tambidila, trésorier, puis 2 membres, Feli Luindula et Denis Boana-Pounia. Fructueux mandat au nouveau comité. Ce journal est à présent terminé, mais avant de le clore complètement, le rappel des titres. Grâce à la collaboration de la population décidée de participer au retour de la paix véritable, un chef rebelle de la milice de FPIC a été capturé et présenté au gouverneur militaire de l'Ituri, Johnny Luboya Kachama. À quand la pêche industrielle sur la côte congolaise dans le territoire de Mwanda? Seul le gouvernement congolais peut répondre à cette question. Entre-temps, les pêcheurs continuent de subir des tracasseries de la patrouille de la marine angolaise sur leurs propres eaux territoriales. Et voilà, et nous allons clore ce journal. Si vous l'avez aimé, eh bien, dites merci à Eric Izami qui en était le chef édition. Et merci aussi à toute la grande équipe qui l'a coordonné ce soir. Bonsoir chez vous. Et je vous retrouve une fois de plus demain soir.